Bonsoir. Avant de vous présenter nos éminents conférenciers, Roland Giroir et Jean-Boël Lermite, je vais vous dire juste un petit mot, le mot de l'ancien président, si je peux m'exprimer ainsi, puisque de 2008 à 2016, et oui, déjà 8 ans, c'est à la présidence de cette honorable société savante. Il est temps pour moi de passer la main. Certains nous feront plus dur que je cumule les mandats. Mandat bénévole, hein. Mais bien évidemment, ce sont souvent ceux qui ne veulent pas s'investir dans les associations qui le disent. Lors du dernier CA, a été élu un nouveau président en la personne de Bernard Ledoux. Je remercie mais que fait la presse? Personne ne l'a dit. Il y a 3 ans, j'avais dit que je faisais un dernier mandat et j'ai rempli mon engagement. Ce soir, je voudrais simplement vous dire que j'ai repris cette société car à l'époque, certains membres du conseil d'administration me l'avaient demandé. Je n'étais pas historien et ne savais pas trop ce que je pourrais amener, hormis ma bonne volonté et un petit carnet d'adresses. Je pense avoir au moins réussi non seulement à sortir cette société des difficultés dans lesquelles elle se trouvait, elle était, mais aussi peut-être avoir insufflé un nouvel élan en créant entre autres ce cocktail dînatoire qui fait suite à nos conférences et ainsi permet à tous de rencontrer le conférencier ou les conférenciers et d'échanger avec eux. Vous pouvez venir à côté de moi. Je ne retiendrai de ces 8 ans passés que les côtés positifs. Et je voudrais ce soir encore remercier tous les membres du bureau et du conseil d'administration qui m'ont fait confiance. Les remercier de leur engagement entièrement bénévole à faire vivre cette société. Un président, vous le savez, ne peut rien sans une équipe. Et je veux remercier cette équipe. Vous dire aussi que c'est grâce à vous, adhérents, que nous avançons. Grâce à votre participation, souvent nombreuse, aux conférences et aux sorties proposées par votre Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Émilion. C'est la vôtre. Continuez à venir nombreux, vous êtes notre moteur. Saint-Émilion est connu pour la beauté de ses monuments, de son histoire, pour la qualité de ses vins, et je remercie et félicite notre président du Conseil des vins d'être parmi nous ce soir, pour son savoir-faire au niveau tourisme, mais aussi, je peux vous le dire, pour le dynamisme de notre Société d'Histoire et d'Archéologie. Elle est reconnue, pas que dans la région. Je suis heureux de transmettre la destinée de cette société à Bernard Ledoux. Bernard est Saint-Émilionnais de souche. Il était sur les bancs de l'école de Saint-Émilion avec moi, donc il y a une vingtaine d'années de cela, bien sûr. Comment? C'est vrai, Bernard, tu étais mal parti. Tu avais choisi de partir dans la banque, et non pas dans la vigne. Mais depuis, tu t'es rattrapé. Et tu investis beaucoup pour Saint-Émilion, entre autres avec plusieurs d'entre nous, ici présents, pour le Jazz Festival. Bernard, je sais que tu vas amener un peu plus de rigueur, que je n'ai pu le faire, et je suis certain que tu vas être un excellent président pour cette société. Tu m'as demandé, comme d'autres membres du conseil d'administration, de rester avec Jean-Pierre Petit, un de tes vice-présidents, et j'espère ne pas te décevoir dans ce poste. Juste un dernier mot, pour remercier quand même mon épouse, qui pendant des années, sans être membre du conseil d'administration, a vécu, je peux le dire, mes humeurs, mais aussi a participé à nous aider à la bonne tenue des cocktails et a fait très souvent la vaisselle, hein, je peux vous le dire. Maintenant, on peut remercier la maison Le Manoir Gallo, puisque c'est eux, je crois, qui l'avaient ouverte, donc merci à vous. Bon vent à cette noble société et vive Saint-Émilion. Voilà.
Donc, je vous remercie de votre accueil de tout à l'heure. Je remercie aussi Guy de ses encouragements et je remercie le conseil d'administration de la confiance qu'il m'accorde. On va essayer de continuer sur cette voie tracée déjà depuis pas mal d'années. Je dirais simplement un mot très rapide aux présidentes qui m'ont précédé, que j'ai connu. Les plus anciens se souviennent de Mme Denise Braque, pour laquelle j'ai ce soir une pensée émue. Je m'en souviens bien de son sourire et de son enthousiasme. Je rappellerai aussi la longue présidence de Mireille Mécu, 12 ans je crois, qui a permis à la société en particulier de se faire reconnaître au niveau de la gestion du secteur, la voix de la société plutôt soit reconnue au niveau de la gestion du secteur patrimoine mondial UNESCO, qui a lancé aussi l'ouvrage Saint-Émilion au XXe siècle, que nous avons publié, et qui maintenant d'ailleurs est épuisé, a connu un très grand succès, ce recueil, vous en souvenez, de témoignages sur Saint-Émilion au XXe siècle. Et puis le dernier dans le moindre, c'est Guy qui est à mes côtés, je l'appelle Guy, puisqu'effectivement, sur les bancs d'école, on t'appelle Guy. Alors Guy, il a repris... C'était dur à porter, c'était dur. Quand on est gamin, c'est un peu dur. Et Guy a repris cette société, la présidence de cette société, avant que moi-même j'en sois membre, je sois membre du conseil d'administration. Il a repris dans des circonstances qui étaient difficiles, tourmentées, puisqu'il y avait eu... la société se retrouvait sans président à un moment. Et il a su relancer la machine, il a su redonner l'impulsion, il avait des idées pour que les choses évoluent, et surtout il a su s'appuyer sur des gens qui étaient déjà dans le conseil, qui se sont révélés comme de remarquables organisateurs, et il a su faire entrer beaucoup de sang neuf. Et ainsi la société est repartie, elle a retrouvé aujourd'hui un auditoire qui est confortable, et elle a conforté, je dirais, sa présence auprès des collectivités saint-émilionnaises. Donc nous allons essayer tous ensemble de continuer, et nous comptons sur vous bien sûr, par votre présence et par votre adhésion pour continuer l'œuvre. Merci à tous. Maintenant, je vais passer la parole à Guy qui va vous présenter nos conférenciers de ce soir. Bon, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Je vais commencer peut-être par vous, monsieur Roland Giroir. Excusez-moi, je suis obligé de prendre des papiers parce que j'ai reçu ça. On regardera pas l'heure, dans les délais bien sûr. Et donc, vous êtes un ancien élève de l'École nationale des douanes. Vous avez été auditeur à l'École supérieure électronique de l'armée de terre. Vous avez été inspecteur à la direction générale, inspecteur principal des douanes. Vous avez été inspecteur principal des douanes à Perpignan. Vous avez été auteur de la défense nationale, directeur adjoint à Dunkerque, directeur régional des douanes en Guadeloupe et à Strasbourg. Grâce aux douanes, vous voyagez quand même. Hein. On se demande, vous êtes payé quand même. Alors, vice-président, puis président de l'ADAD. Alors, l'ADAD, je me posais la question, c'est l'association historique de l'administration des douanes. Et vous avez été directeur régional des douanes à Toulouse, receveur régional sur Poitiers puis Bordeaux, et vous êtes toujours vice-président de cette association historique des douanes. Donc, vous êtes l'historien des douanes, si je peux m'exprimer ainsi. Peut-être que vous avez un petit mot à rajouter sur votre CV, parce que... Non, c'est très bien. J'en savais assez. Je suis certain que Jean-Paul va lui, en dire un peu plus. Alors Jean-Paul, j'allais dire, c'est presque l'homme de l'État, hein, parce qu'il est quand même très connu des viticulteurs d'ici, non pas pour le vin et non pas pour ses actions, mais peut-être malgré que, mais il a été intronisé à la jurade de Saint-Émilion, donc il fait partie quand même des personnalités qui ont été intronisées, et c'est important pour nous que tu sois toujours le porte-parole. Excusez-moi, on se tutoie dans la vie, donc comme Jean-François. Alors, Jean Boald est le directeur interrégional des douanes du Sud-Ouest. Il définit, supervise, contrôle la politique douanière en matière vitivinicole pour l'ensemble de la filière. Il est enfant du pays puisqu'il est originaire de Bordeaux, son épouse aussi, tant que je sache.
Tu as habité Pauillac, je crois. Peu de temps. Peu de Je temps. le dis rarement dans le Oui, Saint-Lyonnais. oui. Non, mais t'inquiète pas, nous, on est ouvert, hein, il n'y a pas que la rive droite. Mais malgré que. Bon, tu as été commandant en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si c'est pas à cette époque-là que tu as eu des faits marquants. C'était à cette époque-là que tu as. Il y a certains bateaux qui ont été arraisonnés par les douanes, Greenpeace et le Rainbow Warrior, non? C'était cette époque-là? Mais c'est pas filmé là. Non. Bon, et donc tu as été attaché douanier en Allemagne, en Scandinavie pendant 5 ans, donc toi aussi tu as beaucoup voyagé. Tu as eu de nombreuses responsabilités à la direction générale des douanes. Tu as notamment piloté la réforme qui a conduit à la création du service des laboratoires des finances, dont l'un des fleurons est aujourd'hui à Pessac, spécialisé dans les analyses vinicoles. Tu as dirigé le service de la communication des douanes. C'est exact. Et il exerce toujours dans sa région d'origine, tu exerces toujours sur Bordeaux, puisque tu habites place de la Bourse, on peut le dire, magnifique, au-dessus du musée que vous allez visiter pour un grand nombre de vous dimanche. Donc, pardon? J'ai tout dit? Ah, non, j'ai pas dit que tu pratiquais quand même beaucoup de sport, et entre autres l'aviron, et que tu es fan de rugby, c'est quand même important, et que ce soir tu vas nous faire, donc tu es directeur aussi du musée que nous allons visiter dimanche prochain. Samedi, pardon, j'ai dit pourquoi je dis dimanche? Là, je perds la mémoire. Il était temps que je te passe le poste. Pardon? Il reste quelques places en plus, me dit-on. Donc oui, parce qu'il y a eu des défections de dernière minute. Voilà. Tu es aussi le responsable du Centre des services des ressources humaines et de la DDI. Alors là, c'est la Direction générale des douanes. Et des droits indirects. Les droits indirects. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on vous donne beaucoup d'argent. J'en parlerai. Tu en parleras tout à l'heure. Bon. Et tu es en charge aussi de la paie des ressources humaines, donc de 17 000 agents. Merci à toi de nous faire cet honneur ce soir de venir nous parler de l'histoire des douanes. Je crois que vous êtes partagé cette conférence en deux. J'allais dire qu'il y a du début à la Première Guerre, Seconde Guerre, voilà. Et puis, Jean-Roald, toi tu prendras le relais avec L'histoire moderne. sur l'histoire moderne. D'accord. Écoute, je vous laisse la parole à tous les deux. Merci encore d'avoir pris sur votre temps, sur votre vie personnelle, pour venir nous enchanter avec l'histoire des douanes. Oui, c'est un plaisir de venir vous parler de l'histoire de la maison. Et pour commencer, car le temps nous est compté, et il va falloir passer quand même, vous allez le voir, plusieurs siècles rapidement. Donc, première diapo, une diapo très classique. Là, c'est le fronton de l'entrée de la direction des douanes de Bordeaux, le macaron de douane à l'entrée. Et puis tout autour, vous avez la symbolique successive de la douane. Alors, si on remonte dans le temps, la symbolique actuelle, le corps et la grenade. Précédemment, vous avez le coq gaulois, que vous distinguez un peu là au-dessus d'une mention que vous n'apercevez pas, mais qui est intitulée douane française. Hein, puisque le coq gaulois, c'est Louis-Philippe, et Louis-Philippe n'était pas le roi de France, mais le roi des Français. Donc c'est à ce moment-là que les douanes sont devenues françaises. Avant, ils étaient royales, et avant impériales, et avant nationales, et avant à nouveau royales. Donc beaucoup de successions. Sous la royauté et la restauration, le cartouche royal avec les 3 fleurs de lys, et des feuilles de chêne et de laurier tout autour qu'on trouve sur le képi de mon camarade qui est là, quand il le porte, naturellement. Et puis pendant la Révolution, l'œil de la vigilance, un symbole que vous voyez quelquefois dans les loges maçonniques, puisque c'était le symbole de la connaissance et de la vigilance. Donc la douane était vigilante, elle voyait tout. Voilà.
Là-haut, bien sûr, Mercure, le dieu du commerce avec le caducée, que vous verrez sur le fronton, sur un des deux frontons surmontant le musée. Et puis, à droite, l'aigle impérial avec l'œil de la vigilance qui le surmonte pendant la période napoléonienne. Voilà, ces symboles rapides. Il y en a eu d'autres antérieurs, mais si vous voyagez dans les pays de l'Est, vous verrez que très souvent, les douaniers ont une symbolique avec Mercure, qui est très stylisée. Hein. Alors, vous reconnaîtrez souvent le caducé, le bâton entouré de deux serpents, mais très rapidement et stylisé. Il faudra être attentif à regarder le macaron des douaniers, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, la douane, une administration amphibie. Alors, c'est Boucher de Perthes, qui était un directeur des douanes au XIXe siècle à Abbeville, qui a appelé la douane ainsi. Alors, pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait parce qu'à l'époque, c'était une administration à la fois civile et militaire. Elle était entre les deux. Mais alors, on peut considérer que cette appellation, on pourrait la porter même de nos jours, car, en fait, la douane est toujours amphibie. Alors, elle est un peu plus civile que par le passé et un peu moins militaire, mais elle est aussi protectionniste et libre-échangiste. Et en même temps, comme le terme amphibie le signifie très bien, elle se meut dans différents milieux. Alors à l'origine c'était la mer et la terre, et maintenant c'est même les airs. Jean Rohan vous en parlera après. Donc c'est vraiment une expression qui sous-tend aussi une capacité à s'adapter. Et l'adaptation, c'est la qualité essentielle de l'administration des douanes. Et vous allez comprendre. Alors un petit retour en arrière, parce que ça permet de fixer les choses. D'où vient le mot? Et vous verrez que là aussi, on est en présence de quelque chose qui a circulé, qui a franchi les frontières et qui s'est déplacé. C'est assez curieux pour un mot qui signifie la douane, parce que ça vient du persan à l'origine, transposé ensuite dans l'arabe. Ensuite, lorsque les Italiens ont commercé avec les pays moyen-orientaux, c'est passé dans l'italien. Lorsque le duc d'Anjou est devenu possesseur du royaume de Naples et de la Sicile, c'est passé dans l'angevin, et donc dans le français, et évidemment, ça s'est traduit de nos jours par le terme douane. Vous voyez qu'il a été écrit de différentes façons jusque-là, donc ça remonte très loin. Bon, je rappellerai que l'Empire ottoman s'est appelé pendant longtemps le divan, c'est-à-dire l'empire du bureau, l'empire du registre, puisque c'était ainsi qu'on le gérait. Et puis un petit clin d'œil par rapport aux Grecs. Le mot grec télonéion signifie en français ton lieu, c'est un terme un peu désuet, c'était un droit à l'importation. Mais dans les pays anglo-saxons et surtout dans les pays scandinaves, il a donné le nom de la douane toll ou tsol, c'est une déformation au fil des siècles. Et puis, pour rappeler que le français fut triomphant, ce qui n'est plus le cas, maintenant c'est plutôt l'anglais, eh bien, sachez que les customs, les British customs, ça vient du français. C'est lorsque les Normands ont envahi l'Angleterre qu'ils ont apporté les coutumes françaises, c'est-à-dire le droit français, et en particulier la coutume de Normandie, ce qui vous renvoie à l'actualité, puisque le S de coutume est disparu et on a mis un circonflexe et qui est maintenant à nouveau disparu. Alors, on va remonter très loin, puisqu'on a cherché des traces de ce qu'était la douane dans l'Antiquité, et on s'est aperçu qu'effectivement, dans les pays relativement développés de l'Antiquité, il y avait des contrôles aux frontières et des perceptions d'impôts et de taxes. Et là, pour illustrer le propos, je vous ai montré Palmyre. Honnêtement, je ne sais pas si ce que je vous montre existe encore, parce que, comme vous le savez, il s'est passé bien des choses là-bas. Donc, exercice de contrôle en tout genre, fiscaux, phytosanitaires, sanitaires, culturels, patrimoniaux, de personnes, de marchandises, j'en passe et des meilleurs. Et ça, ce principe demeure. Il est constant depuis 2000 ans. Perception d'impôts, là, je ne vous apprendrai rien. Alors, des traces de tout cela, il y en a eu diverses. Voilà une des plus anciennes, c'est une stèle qui est en marbre noir, qui fait 1,98 m de haut sur 88 cm de large, 30 cm d'épaisseur. Elle a été repêchée lors de l'exploration archéologique du delta du Nil par une équipe française il y a quelques années, et elle a été présente lors de l'exposition du Grand Palais en 2006 et en 2007. Alors cette stèle qui rappelle un décret du pharaon Nectanebo Ier décrit par le menu, par le détail,
le tarif des droits de douane à l'entrée dans le delta du Nil et à la sortie aussi. Une des marchandises les plus taxées à la sortie, c'était le natron. Le natron, c'était la matière qui servait à embaumer les momies. Vous voyez, donc on avait déjà le souci de taxer à la valeur ajoutée. Alors, à quoi servent les impôts? Au cas d'espèce, il s'agissait de financer un temple pour une déesse. Bon, maintenant, c'est pour des danseuses. Roland est à la retraite, il peut se permettre. Alors, également, mais plus proche dans le temps, en 137 avant Jésus-Christ, un autre tarif. Alors celui-là, il fait 4 mètres de large, sur 1 mètre 50 de haut, et vous voyez, il a souffert des outrages du temps. Hein, il date de 137 avant Jésus-Christ. Alors vous ne le verrez pas au Louvre, ni au British Museum, car les musées français et anglais ne l'ont pas souhaité l'acquérir à l'époque, et si vous voulez le voir, vous devez aller au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Et là, vous le verrez, puisque c'est un archéologue russe qui l'a trouvé. Alors pourquoi Palmyre? Parce que Palmyre, comme je le dis quelquefois, c'est Roissy de maintenant. Hein, donc dans 2000 ans, à Roissy, on trouvera un micro-ordinateur avec un disque dur. On dira, ah, ça c'était le tarif des douanes il y a 2000 ans. Eh bien, vous l'avez là. Mais, à ne pas oublier, ceci est la concrétisation d'un principe intangible et qui vaut toujours. À savoir que pour qu'un tarif soit applicable, il doit être connu. Pour être connu, il faut qu'il soit affiché. Alors maintenant, il passe au journal officiel, mais à l'époque, il n'y avait rien de mieux que la pierre pour l'afficher et donc mettre un terme à toutes les contestations possibles et imaginables. Donc c'est très important le tarif. Alors vous voyez, hop, nous voilà passés aux douanes royales, on a presque 1000 ans sont écoulés. Naturellement, dans l'intervalle, il y a eu les Romains et les Grecs. Alors, les Grecs se sont évidemment organisés en cités qui commerçaient, et Thucydide déclare que la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, c'était pour des raisons douanières et commerciales, car on ne pouvait plus commercer les uns avec les autres, ou bien en taxant si fortement que ça suscitait des problèmes. Les Romains ont repris la même antienne, et puis ensuite se sont organisés. Et en particulier, ils ont créé l'ancêtre de la TVA, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, la fameuse quadragésime de 2,5% de la valeur des marchandises, qui était perçue à l'entrée dans l'Empire pour abonder les finances de l'Empire romain, et en particulier les finances militaires. Donc les Romains ont perpétué ce qu'avaient fait les Grecs. Alors avec une nuance à laquelle il faut que vous songiez en permanence, c'est qu'ils n'ont pas recruté les fonctionnaires. Ils ont eu recours à des sociétés privées. Et mon voisin et moi-même savons que c'est toujours quelque chose qui est dans l'air du temps. Hein, il y a très peu de temps, on a confié l'assiette et le contrôle, et pas le contrôle, et le recouvrement d'une taxe écologique sur les camions à une société privée. La douane étant chargée, elle, de faire les perceptions, et les perceptions forcées, et les contentieux. On était à deux doigts. Seulement, Roland, les sociétés de publicains, ils prenaient 2,5%, oui, alors que la société italienne retenue dans le cadre du partenariat public-privé prenait 41%. Mais vous allez comprendre pourquoi ensuite. Alors, le royaume s'étend et il a besoin, comme tous les royaumes, de finances et il s'organise en conséquence. La conséquence première, c'est la gabelle. Alors à partir de 1300, et je vous en parle exprès parce que la gabelle c'est un peu la TVA de nos jours, hein, à ceci près qu'elle a permis de financer à peu près 50% du budget de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution. C'était énorme les impôts sur la gabelle. La France était découpée, vous verrez, en zones diverses, il y avait une contrebande intensive entre ces zones et évidemment ça donnait lieu à de grandes difficultés. C'était un monopole d'État, de commerce et de régulation du marché. Un petit peu comme nous pourrions le faire si d'aucuns donnent suite à des propositions iconoclastes de libéraliser le hashish. Comme vous le savez, dans beaucoup d'États américains, on a commencé à le faire. En Uruguay, on va commencer à le faire. Et il est question qu'au Canada, on le fasse aussi. Alors, si on le fait en France, les douaniers auront beaucoup de travail à nouveau. Si tu me permets de t'interrompre, à moins qu'on crée
une nouvelle régie des tabacs, opiacés et cannabinoïdes que l'on pourrait confier à la douane. Absolument. Je peux me faire fort de rapporter à l'État Beaucoup d'argent. Voilà. Donc la gabelle est organisée à partir de 1331. La gabelle, c'est notre TVA actuelle. On va dire ça. C'est schématique. Et puis, on commence à s'organiser pour les besoins de l'État et on arrive à un événement majeur. C'est la bataille de Poitiers en 1356, au cours de laquelle le roi est fait prisonnier. Alors à l'époque, évidemment, l'impôt n'est pas consenti comme il est de nos jours. Chaque année, les États, les provinces doivent l'accepter formellement dans leur Parlement, et effectivement, il y a des débats qui sont constants. Bon, c'est pas le retour des pigeons, comme on a vu dans un passé récent, mais c'est un peu la même chose, on discute ardemment. Le roi étant fait prisonnier, la rançon étant exorbitante, il faut de nouveaux impôts pour la payer. Donc le roi de l'époque fait appel au peuple, aux provinces, et met en place ce qu'on a appelé des aides, sous-entendu pour l'aider. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des aides? C'est parce que les aides, ce sont les contributions indirectes, les droits sur le vin, sur la bière, les alcools, les bijoux, les jeux de cartes, etc. Donc ces impôts permanents, puisque vous voyez, 1360, ça fait quand même un certain temps que ça dure, même si on les a adaptés, eh bien ces impôts ont contribué à créer la colonne vertébrale du royaume pour qu'il tienne debout et qu'il en ait les moyens. Et puis on s'affirme par tous les moyens. Alors là j'ai cité un exemple, mais tant d'autres pourraient être cités. Extension des droits des épices à toutes les marchandises. Il s'agit de faire feu de tout bois. On taxe tout ce qui est possible. On a taxé les magnétoscopes, on a taxé l'essence, on a taxé les bijoux, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on ne va pas taxer demain? Mystère. Mais réfléchissez-y, parce que ça va arriver sans crier gare. Et puis, ensuite, évidemment, on veut développer l'économie. Alors ce souci est permanent, et celui qui a lancé l'opération la plus importante, c'est François Ier, en installant à Lyon les soieries. Et de nos jours, la région de Lyon est toujours une région où on fait évidemment non plus des soieries, même si on en fait encore, mais on fait des tissus, évidemment, avec des méthodes nouvelles, différentes, issues de la pétrochimie, mais on fait toujours des tissus à Lyon. Et ça date de cette période. Et donc il a beaucoup encouragé les fabricants et les commerçants à l'époque en les exonérant de droits et taxes, de formalités, et en leur donnant un certain monopole. Bon, je rappelle qu'à l'époque, la Provence était que peu rattachée encore à l'État, et donc il y avait une barrière douanière entre Marseille et Lyon. Donc la douane de Lyon et la douane de Valence ont toujours été des hauts lieux de passage des marchandises. Et puis, on crée une maîtrise des ports et des passages, les ports étant maritimes et terrestres, et des passages terrestres. Et c'est le début d'une première administration des douanes. Pour la petite histoire, le premier directeur de cette maîtrise des ports et passages, le premier grand maître, s'appelait d'un nom qui est très connu, mais qui n'a, je pense, rien à voir avec celui que vous allez reconnaître quand je vais vous le dire. Il s'appelait Coquetrix. Mais c'était pas Bruno. Donc, on voit que l'État se met en place, met une organisation, et voici une carte des traites, donc sous l'Ancien Régime. Alors vous avez, voyez, comme vous le constatez, des zones grisées et des zones blanches. Alors au centre, c'est le royaume dans sa étendue la plus grande à l'époque, et puis ensuite vous avez les provinces qui ont été rattachées ultérieurement, la Bretagne, les Flandres, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, et puis le Sud, qui a été rattaché progressivement, Comté de Toulouse, Marseille, etc. Et vous vous apercevez que ce découpage n'est pas artificiel, c'est aussi la limite, quelque part, de la Languedoc et de la Languedoc, c'est aussi la limite de la Tuile et de l'Ardoise. Il y a beaucoup de différences qui se recoupent avec le découpage fiscal. C'est aussi la partie sud, celle qui a été occupée par les Romains, qui ont mis, pendant leur passage, une fiscalité en place, fiscalité qui a été bien comprise et bien admise dans le sud de la France, alors que dans le nord, il n'y avait absolument rien du tout. Donc, carte des traites, les traites, c'était les droits de douane sous l'Ancien Régime, d'où l'expression traite des noirs, traite des blanches, on faisait du commerce, on faisait de la traite.
Donc une contrebande intensive entre toutes les zones, puisque les tarifs sont différents, et évidemment des contrôles et des brigades de douane entre la zone blanche et les zones grisées. Vous voyez, donc il y en avait à l'intérieur de l'Hexagone. Le deuxième organisateur de la chose, c'est Colbert. Alors là, je ne sais pas si oui, on voit bien. Donc Colbert organise tout ça, et il organise ses directions avec deux branches, c'est toujours le cas actuellement, des bureaux où l'on dédouane des marchandises, on perçoit, on encaisse, et des brigades qui contrôlent, répriment, etc. Et puis par ailleurs, évidemment, il sort des textes pour réglementer tout ça. Donc il y a eu deux ordonnances qui sont parues, l'ordonnance de 1681 et celle de 1687, qui était l'ancêtre du Code des douanes. C'est-à-dire quels étaient les pouvoirs des douaniers, visite des personnes, visite des marchandises, des moyens de transport, contrôle sur le terrain, contrôle évidemment chez les redevables en tout genre, etc. Évidemment, possibilité de poursuivre en justice, possibilité de transiger en s'accommodant, c'était le droit d'accommodement sous l'Ancien Régime. Donc Colbert redresse les finances, mais évidemment en faisant payer une grande partie de la population. Et évidemment, tout ceci ne satisfait personne, ça génère un grand mécontentement car il y a des abus, compte tenu que, comme les Romains, Colbert a affirmé la perception. Donc c'est une compagnie de fermiers, la ferme générale à la fin, qui encaisse pour le compte de l'État, pour le compte du roi, avec lequel il passe, on dirait de nos jours, un partenariat public-privé. À l'époque, on passait un bail pour 6 ans, et on avançait au roi de l'argent. En cas d'espèce, à la fin de l'Ancien Régime, les sommes avancées étaient de l'ordre de 120 millions de francs pour le budget de l'État. Et ça générait un intérêt de 5% par an pour les prêteurs, qui étaient assez nombreux. On pourrait presque dire que les fermiers généraux, c'était le FMI. Pour les gens qui nécessitaient de l'argent. Voilà, donc Colbert, un gros travail, une organisation remarquable de la ferme. Voilà la carte des gabelles. Alors pareil, il y a des tarifs différents du prix du sel entre les zones de couleurs différentes, une contrebande effrénée entre ces zones, et par exemple entre la Bretagne et la zone blanche, la Bretagne et l'Anjou pour être précis, le prix du sel était multiplié par 10. Donc ça valait le coup, encore bien plus largement que d'aller chercher du tabac en Espagne ou en Andorre. Donc évidemment, il y avait des bandes de contrebandiers qui circulaient et qui sévissaient. Et puis, des particularités en Alsace-Lorraine et Franche-Comté, où il y avait des salines de terre et non plus des salines de mer. Et même chose dans les zones du Pays Basque, où il y avait le pays de la Bourg, qui avait un régime particulier au plan fiscal. Donc vous voyez de grandes disparités, des fiscalités intérieures, des barrières intérieures, une contrebande sans cesse accrue, avec des morts tous les jours. Et puis une répression terrible. Si vous regardez par exemple le bouquin qu'a écrit M. Zisberg sur les galères en France, vous verrez que la moitié des galériens étaient des contrebandiers du sel. Hein, quel que soit leur âge, même des petits, des enfants. Hein. Donc c'était vraiment une problématique sans fin, parce qu'il fallait taxer le sel d'une part, et puis d'autre part, il fallait faire de la contrebande pour vivre. Puisqu'il y avait dans les zones les plus taxées, c'est-à-dire le royaume au centre, ce qu'on appelait le sel du devoir. Et le sel du devoir, ça veut dire qu'on était taxé même si on n'en consommait pas. Alors moi je pense qu'un ministre des Finances qui voudrait presser la France, c'est ça qu'il devrait faire. Vous voyez, hein, vous dire que puisque vous n'avez pas de voiture, mais c'est pas grave, vous payerez 1 000 € par an de taxes sur le pétrole. Ça renflouerait des caisses. Et alors, évidemment, ceci aboutit à cela, c'est qu'à la fin, c'est insupportable. Donc, une des causes de la Révolution, chacun le sait, c'est la fiscalité confiscatoire. Donc, là, vous reconnaîtrez, pour ceux d'entre vous qui connaissent Paris, c'est la barrière de la Nation. Quand vous êtes place de la Nation, vous allez vers la porte de Vincennes, cet édifice demeure. C'était là où on percevait, à l'entrée dans Paris, l'octroi sur les marchandises. Et sachez que le 13 juillet 1789, la veille du 14, il y a eu là de graves incidents parce que d'odieux contrebandiers voulaient introduire du vin en fraude dans Paris. Donc il y a eu empoignade générale, et ça a contribué
d'autres raisons. C'est-à-dire que le vin a contribué à la Révolution française. La taxation du vin. Je pourrais évoquer quelque chose qui est plus récent. C'était du temps où j'étais directeur à Strasbourg. Vous vous rappelez que M. Juppé avait voulu augmenter les taxes sur les vins. Et ça n'avait pas abouti. Donc, du jour au lendemain, ils avaient taxé la bière à la place. Et j'étais évidemment en charge des brasseurs de Strasbourg. Et je les rencontre, ils n'étaient pas très contents. Et on paie beaucoup plus de taxes sur la bière que sur le vin. Ça aussi, c'est une piste. Hein. Alors, évidemment, la Révolution passe par là, l'État est sans ressources, c'est la ruine intégrale, l'anarchie. En 1789, et alors on s'aperçoit rapidement qu'il y a un problème, et donc en 1791, on recrée la régie des douanes nationales à la place de la ferme générale, avec ces deux instruments de travail, le tarif et le code, hein, qui sont naturellement sur la tête de nuit de mon petit camarade. C'est excellent pour les insomnies. Donc ces deux ouvrages sont mis en place, et l'administration aussi, mais avec de grandes difficultés, parce que pendant 2 ans, les populations s'étaient habituées à ne plus voir de douanier, ni de gabelou, ni de contrôle. C'était formidable. Donc ça ne s'est pas passé tout seul, et ça a commencé à poser des problèmes. Au bout de 10 ans, on avait à peu près reconstitué les lignes frontières de contrôle, mais la douane était formée par une, comme son nom l'indique, par une régie dirigée par 6 régisseurs, puis 3 régisseurs. Donc c'était un organe, dans l'esprit de la Révolution, collectif, collégial. Hein. Tout le monde devait s'appuyer sur tout le monde. On ne voulait plus d'un chef unique. Comme vous le savez, le premier consul était un militaire, donc lui, des organes collégiaux, ça ne l'intéressait pas. Il voulait un chef, un patron. Donc il a créé la Direction Générale des Douanes en 1801, telle qu'elle est à peu près de nos jours, avec un directeur général qui décide de tout, en prenant naturellement la tâche, la vie et quelquefois, bien sûr, l'autorisation du ministre. Et Napoléon fait ses guerres européennes que vous savez, mais derrière ces guerres militaires, il y a la guerre économique, parce qu'en fait tout cela est une affaire de leadership économique en Europe. À l'époque, l'Angleterre est prééminente, elle est plus libérale déjà que nous-mêmes, et elle inonde l'Europe de ses produits hein, à bas prix, fabriqués à bas prix, dans des conditions difficiles. Hein, c'est un peu la Chine de maintenant, où on fait travailler les enfants dans les mines. Je vous renvoie à la littérature hein, qui est bien connue à cet égard. Et donc l'empereur veut dominer l'Europe économiquement aussi. Et à un moment donné, comme il n'y arrive pas, il décrète le blocus continental, c'est-à-dire l'interdiction de la vente des marchandises anglaises en Europe. Et évidemment, pour frapper les populations, quand on saisit de telles marchandises, un peu comme maintenant quand on saisit des contrefaçons, on les détruit devant tout le monde, on les brûle en public, maintenant on passe la destruction à la télévision. Vous voyez, des principes qui demeurent au fil des siècles. Et parmi les grandes fraudeuses du blocus continental, il y avait l'impératrice, il faut bien le dire, qui ramenait des châles, des vêtements en fraude. Alors les douaniers s'y opposaient, et évidemment ils les menaçaient de ces foules, et ça s'est produit à Strasbourg. Et l'empereur a été informé, et il a fait restituer ce qu'elle avait emporté de force, et il l'a blâmé en public hein, d'avoir respecté le code des douanes et des douaniers de Strasbourg, qui depuis s'en sont sortis grandis. Alors, le blocus continental, c'est un système qui s'est beaucoup perpétué, qui a été emprunté ensuite à d'autres reprises. Donc c'était la guerre économique avec l'Angleterre. Le 19e siècle démarre, et on hésite à ce moment-là entre l'attitude protectionniste de l'empereur et une attitude un peu plus libre-échangiste. Alors ceci sous l'effet des doctrines économiques qui démarrent à l'époque, celles d'Adam Smith et de Jean-Baptiste Say, qui visent à promouvoir le libre-échange comme étant un facteur de progrès. Bon, c'est exactement le discours qui a été servi pour faire l'Union économique européenne, le grand marché, etc. Bon, chacun pourra juger des résultats, que ce soit à l'époque ou maintenant. Et puis,
cette hésitation, cette valse hésitation entre un peu de protectionnisme, un peu de libre-échangisme, se poursuit jusqu'à la révolution de juillet, et au cours de laquelle le nouveau pouvoir, conscient que la douane était une organisation quasi militaire, l'organise de cette façon, avec une direction de légion, une inspection à bataillon, etc. Et les douaniers sont appelés à quelques reprises, en particulier pendant la Révolution de 1848, à maintenir l'ordre au Havre en particulier. Et c'est le début d'une sorte de militarisation des douaniers. Normalement en temps de guerre, mais comme il faut se préparer à la guerre, en temps de paix aussi. La douane continue à s'organiser, elle caserne tous ses agents, un peu partout en France. L'exemple le plus important, c'est la caserne que vous avez derrière, en arrière-plan, c'est celle du Havre, qui a été construite en 1845, et évidemment avec des progrès remarquables pour l'époque, des logements, des écoles, qui ont fonctionné jusqu'en 1964. L'éclairage au gaz, et même une garderie pour les enfants. Quand on voit les difficultés actuelles qu'ont certaines mamans pour garder leurs enfants, on voit le progrès que ça pouvait représenter à l'époque. Donc cette masse des douanes, on faisait masse, c'est-à-dire que quand on entrait dans l'administration, on versait un pécule, et ensuite, on avait droit, en fonction de ce pécule, à des avantages. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors évidemment, les domaines visés ont changé, puisqu'à l'époque, c'était habillement, armement, casernement et santé, une sorte de sécurité sociale avant de l'être. Mais ça n'a pas duré, puisque l'habillement et l'armement sont entrés dans la compétence de l'administration au début du XXe. Le casernement a toujours cours, le service de la masse existe toujours, il y a environ 5000 logements pour les douaniers en France, et le service de santé, c'est la sécurité sociale depuis 1945. Et puis évidemment, la douane, toujours, doit s'adapter. Elle s'est adaptée à la Révolution, elle s'est adaptée à l'Empire, elle a hésité entre le libre-échangisme et le protectionnisme, et il faut qu'elle s'adapte aux nouveaux moyens de transport. C'est un événement considérable. La machine à vapeur transforme la nature des échanges. Ces échanges deviennent plus fréquents, plus réguliers, plus contrôlables, plus maîtrisables, plus nombreux. Le tonnage des navires augmente. Les échanges ferroviaires avec les pays voisins démarrent. Et évidemment, il faut des bureaux de douane frontières ferroviaires et des bureaux de douane maritimes pour contrôler les passagers et les marchandises vers le Nouveau Monde en particulier. Donc là, vous avez une petite gravure de la gare du Nord, telle qu'elle était à ses débuts. Évidemment, maintenant, c'est plus encombré. Et puis, politique de l'État oblige, déjà on est soucieux de réorganiser, de fusionner, de mutualiser, et on fait un rapprochement entre la douane et les contributions indirectes, bon, qui malheureusement n'aboutit pas. C'était une juxtaposition plus qu'une fusion, donc on abandonne ça en 1869, ça a duré 12 ans, mais vous le savez aussi bien que moi, en 93, on a recommencé, mais là, c'était l'absorption complète, donc on a recommencé 150 ans plus tard. Donc pas 150, oui, presque 150 ans plus tard. Et puis Napoléon III arrive. Et alors là, nouveau changement, nouvelle adaptation. Jusqu'à présent, le credo, c'était quand même protectionnisme d'abord, libre-échangisme un peu. Napoléon III est partisan du pied contraire. Convaincu par les doctrines des économistes de l'époque, il passe un traité avec les Anglais, l'ennemi héréditaire, et traité qui vise à alléger la police, faciliter les échanges et prendre des mesures de diminution des tarifs. Alors c'est le pied contraire, parce que depuis 1750, la France est en guerre économique avec l'Angleterre. Donc ça fait quand même 100 ans, c'est très difficile de changer de pied. Mais bon, l'État c'est l'État, le gouvernement c'est le gouvernement, les lois sont passées, le texte adopté, il faut l'appliquer. Et pendant une douzaine d'années, c'est ce qu'on a, on a démarré, ce qu'on a appelé ensuite, maintenant, on l'appelle maintenant ainsi, la première mondialisation, 1860-1910. Elle fait l'objet de très nombreuses études d'économistes actuels, de chercheurs qui viennent voir dans les statistiques commerciales qu'est-ce qu'il en est résulté. Et il y a même des troubles faits, si on peut dire, en particulier l'un d'entre eux qui s'appelle Béroc, qui est un économiste anglais, qui a démontré un début de démonstration
de ce que l'on appelle maintenant le paradoxe de Béroc. C'est-à-dire que le credo de l'époque et le credo actuel, c'est que la libéralisation des échanges, le libre-échange, c'est le facteur numéro 1 du progrès. S'il n'y a pas de libre-échange, il n'y a pas de progrès social, économique, culturel. Or, il est en train d'essayer de démontrer que c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, le libre-échange n'a pas conduit au progrès. Alors, je vous renvoie à une actualité, hein, si vous ouvrez vos journaux, à la télévision, la radio, c'est un débat qui a cours. Est-ce que le libre-échange provoqué par l'Union européenne a conduit au progrès, ou en tout cas celui qu'on attendait? Il y en a qui en doutent, il y en a d'autres qui en sont convaincus. Bon. Vous voyez que les Anglais ils en sont peu convaincus en ce moment. Ils hésitent, ils s'interrogent. Les champions du libre-échange. Et c'est pourtant les champions du libre-échange. Alors, vous voyez ce que ça doit être? Des Français qui, eux, sont les champions du protectionnisme. Alors là, je vous renvoie à un autre bouquin, celui d'Olivier Todd, le fils d'Emmanuel Todd, qui a sorti un bouquin il y a 6-7 ans, qui s'appelle « L'identité économique de la France ». Et là, vous verrez dans ce bouquin, si vous avez la curiosité de l'acheter, ou de le trouver en librairie, ou même dans une bibliothèque, vous verrez que les Français, c'est pas... ils sont marqués par ce passé, par ces 2 siècles de protectionnisme. Et donc, ils ont des rapports avec le libre-échange qui ne sont pas du tout ceux des Anglais ou des Américains. Et puis, il faut s'adapter aux modifications de frontières, les dernières peut-être, mais il y en a encore. Celle de la Savoie, donc on transfère nos lignes à la frontière, on englobe les 2 départements actuels, de la Savoie et de la Haute-Savoie, donc on déplace encore des centaines d'agents pour s'adapter à cette nouvelle frontière. Et puis on s'adapte au monde moderne, à la gestion, aux comparaisons, au benchmarking, on dirait maintenant. On va voir ce que font les autres pays. Et le dosimètre de ce que font les autres pays, depuis cette période-là, c'est l'exposition universelle. Donc il y en a une qui se déroule à Paris en 1867, les douaniers concourent et toute une équipe d'entre eux travaille pendant 3 ans, 1 an avant, 1 an pendant, 1 an après, à l'organisation de l'exposition universelle, importation de marchandises, exportation de marchandises si elles sont restées, ou mise à la consommation s'ils ont été vendus. Et là, ceux d'entre vous qui connaissent un peu Paris reconnaîtront les lieux. Vous avez devant vous, on ne le voit pas trop bien, peut-être mieux sur l'image, oui, beaucoup mieux sur l'image. Vous avez l'école militaire au fond, vous êtes sur le champ de Mars à Paris, où se dresse maintenant la Tour Eiffel qui a été construite lors d'une exposition universelle ultérieure. Après, on est sur la colline du Trocadéro, on domine la Seine et le champ de Mars. Donc les douaniers s'adaptent également à ces évolutions commerciales. Et ils s'adaptent également à la guerre de 1870 et en vertu des textes qui les rendaient militaires en temps de guerre, eh bien, ils sont les premières victimes de l'avancée des Prussiens, donc des douaniers sont morts, et naturellement, à la suite de la défaite, nous perdons l'Alsace et la Lorraine, et on déplace les directions des douanes de Strasbourg et de Thionville à Nancy et à Épinal, donc on déplace encore les lignes douanières et on se réorganise une nouvelle fois. Donc l'adaptation est permanente. Pendant ce temps-là, sur les côtes, on continue de surveiller le littoral, moins qu'avant, bien entendu, et pour s'abriter, on construit des cabanes. Et puisque vous allez au musée samedi, vous verrez ce tableau de Monet qui représente une cabane de douaniers l'après-midi. Et j'ai peur qu'il ne soit pas encore rentré de Venise. Ah, malin. On l'a prêté. Ah, vous l'aurez vu quand même. Et Monet était un personnage étonnant parce qu'il allait peindre avec ses enfants. Et il peignait souvent les mêmes thèmes. Alors cette cabane, il l'a peinte au moins une quinzaine de fois. Alors le matin, l'après-midi, le soir, le printemps, en hiver, en automne, quand il fait beau, quand il fait mauvais. Les enfants transportaient les toiles, le matériel de peinture et le casse-croûte, et ils passaient la journée sur la côte, et ils peignaient. Alors si vous ne voyez pas effectivement cette cabane au musée, vous pouvez aller aux USA, dans 2 ou 3 musées, je crois que c'est Memphis ou Minneapolis, il y a la cabane des douaniers de Monet, puisque évidemment les Américains nous dévalisent. Et puis, après la chute du Second Empire, tout le monde est échaudé par le libéralisme et le libre-échangisme,
Et donc, on demande aux douaniers de, à nouveau, appliquer un tarif sévère, et c'est le retour triomphal du protectionnisme jusque, on va dire, 1900-1910. Et à l'époque, le tarif qui est mis en vigueur est un tarif précurseur, c'est un tarif à double colonne, comme on disait, du nom du ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Méline. Et ce tarif, au fond, comportait une colonne pour les pays avec lesquels la France avait passé des accords commerciaux, donc des droits réciproquement faibles, et puis une colonne avec les pays avec lesquels elle n'avait pas passé, donc plus fort. C'est exactement ce qu'a fait l'Union européenne avec des accords avec différents pays du monde, en particulier les pays d'Afrique, pour leur permettre d'écouler leur production. C'est aussi peut-être ce qui va se passer avec les Américains dans le cadre de la négociation du traité TAFTA, vous savez, qui défraie un peu la chronique actuellement, et dans lesquels d'aucuns voient vraiment le monstre le plus important en matière de libéralisme, puisqu'ils voient arriver des poulets même pas aux hormones, celui qui viendra des USA. Alors je ne sais pas s'il y aura un référendum, mais ce serait souhaitable. Parce que qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce qu'on va boire? Peut-être, oui, du Coca-Cola, je ne sais pas. Quelle horreur. Et nous arrivons au XXe siècle. Vous voyez, on passe vite, on a un petit poste de douane avec un drapeau qui est presque plus grand que le poste, à une frontière de l'Est de la France. Vous distinguez le brigadier avec ses galons sur la manche, et puis le douanier sur la bord avec un uniforme avec 2 rangées de couteaux, comme au début du XXe siècle. Et puis, pour une première réforme, il y en a eu énormément. Mais celle-ci, je l'ai gardée parce que c'est un peu celle, quelque part, que l'on connaît actuellement. Difficulté financière de la France, donc on réduit les effectifs. On n'a rien inventé. On fait des nouveaux statuts, mais quand même une innovation. On remplace le recrutement qui était discrétionnaire par les concours. C'est le début dans la fonction publique française des recrutements par concours. Donc ça change beaucoup de choses, hein, parce qu'évidemment tout le monde a sa chance d'être recruté. Et puis, on rend gratuit l'habillement et le service de santé, donc c'est une... Et on fait disparaître, moi je vais en dire un mot parce que je ne résistais pas au plaisir, on fait disparaître ce que j'appelle le surnumérariat. Alors, c'est pas moi qui l'appelle, c'était ainsi. C'était des agents en surnombre qui travaillaient pour le compte de l'administration, mais pas seulement l'administration des douanes, gratuitement. Et au bout d'une année, s'ils donnaient satisfaction, on les recrutait. Définitivement. Alors maintenant, on ne fait pas la même chose. Mais on a fait des emplois jeunes, on fait des emplois aidés. Bon, il faut dire que ce ne soit les parents qui paient, c'est les contribuables. Mais l'objectif est le même. Employer les gens. Je nuancerai ces propos. Oui. Tu es là pour ça. C'est enregistré. Et puis, quelques petits clins d'œil. La douane commence à communiquer. Vous avez le Paris Match de l'époque à gauche, hein, qui raconte l'abordage d'un bateau de contrebandier par des douaniers, hein, qui eux ont un bateau à rame, comme vous le constatez. Et puis à droite, vous avez un lit d'embuscade, c'est-à-dire c'était le lit dans lequel les douaniers guettaient à la frontière, par escouade de 2, c'était toujours par 2. Un pouvait dormir, l'autre pouvait veiller. Pour veiller, il avait un marron. On appelait ça un marron d'embuscade, un morceau de bois, et c'était ce marron qui était la preuve que c'était à lui de veiller. Alors évidemment, c'était très facile, s'il s'endormait, il ouvrait la main et le marron tombait. Si l'officier passait par là, il était immédiatement sanctionné, la discipline était très sévère. 14-18, les douaniers sont mobilisés, toujours en vertu des mêmes textes, environ 65 bataillons, 200 officiers, 8000 hommes, et ils s'activent dans 2 lieux différents, des bataillons de frontières et des forteresses comme Charlemont, Longwy, Belfort, Montmédy et Maubeuge, hein, qui sont assiégées et quasi totalement détruites par l'artillerie allemande, et donc les douaniers s'illustrent, ce qui a conduit à leur décorer le drapeau des bataillons qu'ils avaient reçu en 1880 lors d'une fête qui a consacré à Longchamp l'armée française après la défaite de 1870. Donc les douaniers se comportent bien, et entre autres,
à part les bataillons, ce qu'on a appelé des missionnaires spéciaux. On a partie occupée de la France en 14-18, c'est-à-dire en gros le département des Ardennes, une partie de la Marne et du Nord. Les Allemands ont occupé pendant 5 ans cette région de France. Et donc là, évidemment, l'état-major n'avait pas d'informations. Donc pour savoir ce qui manigançait les Allemands, il y envoyait des missionnaires spéciaux qui étaient déposés en avion, qui atterrissaient dans les champs. Les missionnaires descendaient, faisaient sauter les voies de chemin de fer, envoyaient des renseignements et donnaient des informations avec des codes et des pigeons voyageurs. Ces missionnaires, pour l'essentiel, ont été des douaniers parce qu'ils étaient originaires de cette région et ils la connaissaient très bien. On a fait republier des ouvrages sur le sujet, mais on cherche toujours des informations parce que c'était très secret. Et puis alors évidemment, un malheur n'arrive jamais seul, c'était très secret d'une part, et d'autre part, quand les Allemands sont arrivés en 40, ils ont pris des archives de 14-18. Quand ils les ont emmenés à Berlin, quand les Russes sont arrivés à Berlin en 1945, ils ont pris des archives, ils les ont emmenés à Moscou, et la France les a récupérées, comme vous le savez peut-être, il y a une dizaine d'années. Donc on est en train de les trier. Beaucoup d'entre elles sont maintenant à Aubervilliers, dans un nouveau site d'archives, des archives nationales. Donc c'est peut-être là qu'on trouvera des précisions sur ces missionnaires spéciaux. Il y en a eu une vingtaine environ. La moitié a péri, l'autre est revenu après des périples extraordinaires à travers la Belgique occupée, la Hollande neutre, l'Angleterre et retour. Il y en a certains qui ont mis 1 an à revenir. Après la guerre de 14-18, traité de Versailles, l'Allemagne paiera, rappelez-vous cette expression, et pour qu'elle paie, on chiffre les dettes qu'elle doit payer à 160 milliards de marques or. Les Allemands sont incapables de payer ça, et en vertu du traité de Versailles, il faut occuper la rive gauche du Rhin et la Ruhr de la période de 1921-1925. Donc on envoie là-bas des douaniers et des troupes d'occupation belges, anglaises et françaises, et il y a environ 60 000 troupes d'occupation et 4 000 douaniers, dont 1 000 Français, pour occuper la Ruhr, percevoir des droits et taxes qui permettent de rembourser cette fameuse dette de 160 milliards de marques or, qui quand même, à l'intervalle, a été réduite, mais enfin, excusez du peu, à 120 milliards. Mais en fait, on en a peut-être vu le 10e. Le reste s'est perdu, comme vous le savez, dans l'inflation galopante qui a sévi à ce moment-là en Allemagne et qui a conduit à l'hitlérisme par la suite. Et puis un petit clin d'œil sur les zones franches du pays de Gex et de la Savoie. En vertu du traité de 1815, après que l'Empire ait été battu, la Savoie est redevenue indépendante, le royaume de Piémont-Sardaigne est redevenu indépendant, et il y a eu un accord de passé entre lui et la Suisse, la Confédération helvétique. Et après la guerre de 1914-18, la France a récupéré, et l'annexion évidemment de 1860, la France a récupéré la Savoie, et elle a entendu tordre le cou à ces zones franches. La Suisse ne l'a pas entendu de cette oreille. Il y a eu des discussions, des débats, et finalement un arbitrage, un des tout premiers arbitrages internationaux de la Cour internationale de la Haye, en 1934, qui a décidé qu'on maintiendrait une zone dite de contrôle fiscal entre la frontière géographique suisse et française, et à l'intérieur, une quinzaine de kilomètres à l'intérieur, une zone de contrôle douanier. Les douaniers ont été chargés de mettre tout ça en place, ce qui a complètement une nouvelle fois modifié le paysage, puisque évidemment les produits du cru de cette zone étaient exonérés de tout, et les autres devaient payer à l'entrée ou à la sortie. Donc il fallait exercer des contrôles. Si vous allez par là en vacances, vers Évian, Thonon-les-Bains, vous verrez, il y a encore des bureaux, des bâtiments qui datent des années 30, il y a marqué bureau fiscal, bureau de douane, ça date de cette période, et donc il a fallu une nouvelle fois s'y adapter. Et puis on a créé une école des douanes à Montbéliard, avant qu'elle ne déménage bien plus tard à La Rochelle, c'était celle de Montbéliard, et là vous avez la cérémonie de fermeture en 1965 de l'école de Montbéliard, qui était dans le château des princes de Montbéliard, au-dessus de la ville, qui domine la ville, et c'était un lieu où, évidemment, les douaniers de l'époque étaient formés. C'était la première école du ministère des Finances. Voilà. Et ensuite, on arrive, évidemment, là nous sommes en 1938, on arrive à la guerre, et avec son cortège de bouleversements et de changements. Et un des premiers changements d'après, ça a été la motorisation des douanes, une petite photo des premiers douaniers équipés de motos,
juste après la guerre. Voilà. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Bien, écoute, je vais reprendre le flambeau, si j'ose dire. Alors vous avez compris que Roland Giroir est un orateur hors pair et que relever le défi de lui succéder sur ce genre d'exercice, quelque chose qui m'a fait passer quelques nuits blanches. Mais je vais tenter de poursuivre le récit épique de Roland en vous parlant d'abord de la douane après-guerre. Alors en fait, la douane française après-guerre sort du conflit exsangue. Elle a tenté, dans l'entre-deux-guerres, de reconstruire un dispositif de protection de l'industrie qui était dévastée. Elle a formé des cadres après la saignée de la Grande Guerre. Elle a tenté également de rétablir les contrôles aux frontières du Nord, de l'Est, et surtout, elle a réinvesti l'Alsace-Lorraine. Et là, à peine a-t-elle réussi à reconstruire un semblant de douane organisée, que la Seconde Guerre mondiale éclate et vient, alors là, balayer de façon dramatique tous les efforts qui avaient pu être faits pour reconstruire une douane efficace et moderne. D'abord, un mot sur la drôle de guerre. Parce que avant la défaite foudroyante de 1940, il y a un état de guerre où la guerre n'est pas encore là et où en fait la douane joue un rôle très important, puisqu'on lui demande de rétablir le contrôle du commerce extérieur, on lui demande de rétablir le contrôle d'échange, et elle est extrêmement active à cette période jusqu'à la défaite de 1940. À l'époque, on a encore 12 000 hommes avec 26 bataillons douaniers qui sont mobilisés en septembre 1939 et qui bouclent toutes les frontières. Alors ils font des patrouilles, ils montent des embuscades, ils gardent les points fixes. Et puis très vite, on se rend compte que sur la zone où on attend l'ennemi, la France attend toujours l'ennemi au même endroit, il y a tellement de militaires que les bataillons douaniers ne sont pas forcément d'une utilité extrême. Alors on redéploie les bataillons douaniers sur la Belgique, sur la zone frontalière avec la Suisse, sur la zone frontalière avec l'Italie. Et puis arrive l'offensive allemande. Et là, bien entendu, à l'été 40, les bataillons douaniers sont bousculés, sont balayés par l'armée allemande, et ils sont pris au piège de la débâcle. Certains sont enfermés dans la poche de Dunkerque, ils déferlent sur les routes, certains résistent, beaucoup meurent face à l'ennemi, ils accompagnent la retraite. Et 2 ans plus tard, alors ils tiennent un peu la zone libre, et 2 ans plus tard, le 11 novembre 1942, l'armée allemande déferle à nouveau sur ce qui restait de territoire à peu près sous contrôle. Et là, très clairement, je vais plutôt citer la phrase d'un grand historien de la douane, qui s'appelle Jean Clincard, et qui résume la situation comme cela. Écarté des ports et des côtes, doublé sur les frontières terrestres par les douanes allemandes, la douane française peut tout au plus comptabiliser le pillage dont le pays fait l'objet. Donc là, on est confronté à une douane qui se replie sur ses bases. Et au lendemain du conflit, au sortir des combats, en fait, la douane est dans un état absolument épouvantable. Elle a gardé quelques services centraux. On en parlait avec Roland, qui me disait que les directions du nord et de l'est se sont repliées. Alors il me disait Valenciennes à Saint-Brieuc, Strasbourg, qui a été se réfugier à Périgueux. Donc il y a la direction des douanes de Strasbourg qui était à Périgueux. La direction des douanes de Valenciennes était logée à Saint-Brieuc. Et puis la direction centrale a fini à Bordeaux, et puis ensuite elle a été balayée par l'histoire. Alors les matériels sont inexistants, il n'y a plus d'installation, les immeubles sont détruits, les équipements aussi, et les personnels, surtout les sachants, les cadres, sont dispersés. Beaucoup ont été détachés sur le contrôle économique, et il faut surveiller à nouveau le territoire douanier, réinstaller les familles, il faut se replonger dans cette époque-là, garantir l'approvisionnement des troupes d'occupation, tu en parlais, faire redémarrer les finances publiques, intégrer la SAR pour 10 ans, réinvestir l'Indochine, où on avait beaucoup de douaniers, et puis quelque chose dont on parle peu, c'est que
la guerre, la Seconde Guerre mondiale, a été une très grande période de marché noir et a été une période faste pour les voyous et pour les groupes criminels et pour la contrebande. Et donc, quand autant l'État est désorganisé, autant à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les criminels, eux, sont très bien organisés. Et les contrebandiers également. Et donc là, pendant une dizaine d'années, c'est pas le Far West, mais quand même, la douane court derrière cette fraude endémique, avec des cadres qui sont pas très formés en fait à cette époque-là, et ce qu'ils peuvent récupérer des anciennes troupes de la maison de douane. Elle va mettre cette douane 2 ans à se reconstruire de façon à peu près opérationnelle. Et dans cette période de reconstruction, l'intervention de l'État va aller croissante. Et la réglementation va devenir de plus en plus complexe. Alors, Roland a parlé du débat entre protectionnisme et libéralisme, mais avant-guerre, il y avait déjà, comment dirais-je, une sorte de poussée libérale qui venait du fait que le protectionnisme avait atteint un degré de sophistication qui faisait que la fraude était véritablement endémique, et on se rendait compte, enfin les gouvernements se rendaient compte qu'il fallait libéraliser un peu quand même pour arriver à redonner du développement économique, mais il n'avait pas été jusqu'au bout. Là, après-guerre, le problème est différent. Il n'y a plus d'argent, et il faut taxer, il faut que le trésor public retrouve un minimum de fonctionnement. Il faut donc que l'industrie, le commerce redémarre, et donc, à ce moment-là, il y a une inflation endémique, et il y a une révolution, je dirais, conceptuelle qui intervient. Cette révolution conceptuelle, c'est que la douane, jusqu'à présent, majoritairement, elle taxait sur une taxation spécifique. Et là, elle va passer à une taxation à la valeur des choses. Parce que la taxation spécifique, en période d'inflation, ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc, il fallait taxer les objets, les marchandises, à leur vrai prix. Et cette taxation, eh bien, aujourd'hui, elle s'applique toujours, c'est ce qu'on appelle la taxation ad valorem. Alors, il reste encore des taxations spécifiques, mais majoritairement, cette taxation ad valorem fait que les douaniers sont devenus, à cette époque-là, progressivement, des spécialistes de l'estimation de la valeur des biens. Et donc, dès lors qu'on commence à essayer d'estimer la valeur d'un bien, on rentre dans des débats beaucoup plus complexes que celui qui consiste à peser une marchandise et à lui appliquer une règle de trop. Donc, vous voyez que la douane commence là à entrer un petit peu dans le monde moderne, et elle va refondre toute cette classification de marchandises et refondre son tarif à partir de cette taxation ad valorem. Donc avant, pour résumer, elle pesait, elle taxait, maintenant elle estime et elle taxe encore. Et puis, deuxième grand mouvement, c'est l'adaptation à la libération des échanges. Alors, il y a plusieurs choses qui arrivent. C'est-à-dire, très rapidement, là je déborde un petit peu, on passe les années 50, très rapidement, il y a la révolution des transports. Le transport aérien prend un essor extraordinaire. Orly, par exemple, je crois que j'ai dû mettre une photo d'Orly quelque part là-haut, voilà, Orly commence à ressembler véritablement à une gare de fret aérien, et donc il faut qu'on s'adapte à cette arrivée massive de marchandises, et puis dans le même temps, le transport par camion explose, mais le réseau routier n'est pas là, et il faut qu'on crée des plateformes de dédouanement, il faut qu'on crée des bureaux de douane, il faut qu'on invente des nouveaux régimes, le régime du transit qui permet à une marchandise d'aller d'un point à un autre sous douane. Et puis on invente dans cette Europe qui s'organise un petit peu, mais qui n'a pas encore de nom, des nouvelles formes de coopération. Par exemple, on crée aux frontières des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés. Alors ces bureaux sont des espaces dans lesquels on trouve à la fois, je sais pas moi, la douane allemande et la douane française, et puis dans un même lieu, on trouve import-export, et donc l'importateur ou l'exportateur peut accomplir toutes ces formalités. Alors, moi j'ai connu un des derniers, puisque j'étais attaché douanier en Allemagne, et il y avait le bureau à contrôle national juxtaposé entre l'Allemagne et la Pologne de Francfort-sur-Oder-Zwickau, qui était un lieu de fraude terrible, parce que la corruption régnait en maître côté polonais, et elle perfusait côté allemand. Voilà. Je ne vous donne pas les prix du douanier, mais ça valait pas cher. Quand je suis arrivé, et c'était en 2001-2002. Vous voyez que c'est pas très ancien. Donc, on en reparlera, mais la lutte contre la corruption, ce qu'on appelle dans les programmes anglo-saxons l'intégrité, fait partie d'un combat permanent en matière douanière, car la tentation de la corruption est permanente, et d'un simple coup de menton, vous pouvez laisser passer ou pas
un camion, et donc c'est souvent des milliers et des milliers d'euros à la clé. Donc l'intégrité des fonctionnaires de la douane est majeure. Alors c'est une époque où il n'y a pas encore l'informatisation, alors on met en place ce qu'on appelle la mécanisation des machines, on commence à produire les statistiques du commerce extérieur, on crée un début de services informatiques, mais en même temps, les fraudeurs dont je parlais tout à l'heure continuent d'être quand même très puissants. Je vais raconter une petite anecdote que Roland connaît bien, c'est entre l'histoire du camion fantôme entre Maubeuge et Gemont. En fait, pour donner un exemple, à l'époque, certains groupes criminels ont récupéré du matériel de guerre. Alors là, c'était des contrebandiers qui avaient récupéré une automitrailleuse américaine. Voilà. Donc ils l'avaient transformée pour transporter je crois que c'était de l'alcool. Et alors, ils passaient de vive force la frontière avec l'automitrailleuse qui avait des pneus increvables, voilà. Et puis ils bousculaient les barrages douaniers qui partaient dans la campagne, livraient leurs marchandises. Et alors ils faisaient ça plusieurs fois. Bon, c'est pas que ça menaçait l'économie française, mais je pense que ça irritait profondément les douaniers du Nord. Ils ont fini par l'arrêter. Alors j'ai retrouvé ça par un hérisson de pointe de 20 kg lancé dans les roues et forcé à rester à la loi. Mais voilà, à l'époque, on était quand même assez démunis. Par exemple, les premiers groupes motocyclistes dont parlait Roland Giroir à l'instant ont été créés en 51. En 58, on achète des voitures et des camionnettes modernes. 8 ans après la guerre, on commence à avoir des engins qui peuvent à peu près rouler. Et puis, on s'équipe d'un réseau radio en 1962. Et on commence tout doucement à s'intéresser à d'autres matériels, les hélicoptères, les avions, à reconstituer une garde-côte. Et donc, on achète, voilà, ce qui était l'ancêtre des Alouettes 2, on achète des Dornier 28, avec lequel on monte un début de surveillance douanière. Et là, on aperçoit derrière, en vrac un petit peu, donc les premiers centres informatiques, la première vedette garde-côte qu'on a pu remettre en service, une moto et un hélicoptère. Donc en fait, on reconstruit doucement un outil douanier. On le reconstruit aussi en reformant des cadres et en créant des écoles. Et je dis un mot par rapport à ce que disait Roland tout à l'heure sur les surnuméraires. Alors, il n'y a plus de surnuméraires. Et les cadets ou les vacataires ne sont plus des surnuméraires. Et surtout, j'insiste parce que c'est important, la douane française, c'est une administration régalienne. Et pour rentrer dans la douane française, il faut passer un concours, et un concours anonyme. Et j'y tiens beaucoup, car je pense que le concours anonyme fait partie des principes fondamentaux de la République. Je crois beaucoup à l'anonymat du concours, je crois beaucoup moins aux autres types de recrutement. Chacun a ses réflexes et a ses valeurs. Alors la formation des douaniers, c'est donc la création des écoles. Tu as montré l'école de Montbéliard tout à l'heure. On va créer une école à Neuilly-sur-Seine, qui va devenir une référence incontournable. Moi, j'ai passé par cette école, toi aussi, Roland. C'est une école qui, par exemple, dans la francophonie, si vous voulez, il y avait vraiment les cadres qui avaient fait Neuilly. Voilà. Et les cadres qui avaient fait Neuilly en Afrique, c'est souvent des directeurs généraux, ensuite qu'on retrouvait, des collègues. Et c'était vraiment une école qui était une référence en matière de recherche. On appelait le Conseil de coopération douanière à l'époque, travaillait beaucoup avec l'école de Neuilly. C'est devenu, après l'Organisation mondiale des douanes, ce Conseil de coopération douanière. Et l'école de Neuilly, vraiment, a eu un rayonnement dans les années 70-80 qui était vraiment extraordinaire. Deuxième période, 57-93, je reprends un petit peu cette approche, c'est-à-dire la douane et l'Europe. Parce qu'on va être profondément impacté par le traité de Rome, par les traités européens. L'arrivée de la création de la communauté économique européenne en janvier 58 va pour nous changer beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, c'est que ce traité, il se fixe pour objectif d'abolir les barrières douanières à l'intérieur de l'Union européenne et d'adopter un tarif extérieur commun. Et donc on va, de 1958 à juillet 68, on va construire ce tarif extérieur commun, abolir progressivement les barrières, et en même temps on va mettre en place la politique agricole commune. Alors, moi je voudrais juste rappeler que l'objectif initial de l'Europe, qui est après devenue l'Union européenne, avec les succès ou les difficultés qu'on connaît, au départ, et je
dirais, n'en déplaise à nos amis anglais, au départ, l'Union européenne, c'est une union douanière. Une union douanière, c'est une volonté d'unité territoriale. Et on prend un territoire qui place à ses frontières extérieures un tarif extérieur commun, appliqué par l'ensemble des États qui y adhèrent, et on met en place une véritable régulation entre ce qui rentre et ce qui sort dans ce territoire. C'est complètement différent de la conception anglo-saxonne de la zone de libre-échange, qui est devenue progressivement, sous l'effet des élargissements successifs, je trouve, à mon point de vue, l'Union douanière européenne. Et c'est une époque, cette époque-là, au moment où on crée cette union douanière, une époque de paradoxe. C'est encore Clincard qui dit ça, que les droits de douane baissent, on abolit les barrières douanières, mais jamais les recettes douanières ont été aussi importantes. Parce qu'en même temps, on crée la TVA, et on crée une taxe que vous adorez tous, qui est la taxe à l'intérieur sur les produits pétroliers, qui représente l'essentiel du prix de l'essence et du gasoil, qui est devenu maintenant la CPE. Et en fait, les recettes douanières explosent. Et puis, c'est une époque, pour ceux qui l'ont connue, si vous vous souvenez, c'est une époque de décalage entre cette volonté d'ouverture et en même temps, la douane qui essaye de réguler encore des frontières qui ne sont pas totalement ouvertes. Alors qu'est-ce que ça donne, ça? Les Français qui vont en Espagne, si vous vous souvenez de ces images, des files de voitures, des vacanciers qui rentrent d'Espagne, parce qu'il y a encore des postes frontières un peu partout à l'intérieur du territoire. Et puis, c'est aussi l'engorgement des bureaux de douane face à une mécanisation, une informatisation qui n'est pas encore là. C'est aussi l'époque où l'Europe devient un peu folle sur le plan de la réglementation. Pour ceux qui ont connu les délices de la politique agricole commune et des restitutions, c'est des réglementations très complexes et derrière, pour les douaniers, des efforts d'adaptation énormes. Mais le plus grand paradoxe pour moi, celui qui va nous conduire en fait à la réflexion actuelle, c'est le paradoxe politique. Parce que au moment où on marche vers 93, au moment où tout le monde pense que le progrès économique et social, ça passe par la suppression de la douane, c'est le moment où on va le plus solliciter la douane pour un nombre de missions extraordinaires. Les crises, les agressions économiques, la drogue, le blanchiment, les paradis fiscaux, les contrefaçons, la lutte contre le terrorisme, les menaces économiques, la vulnérabilité industrielle, les différentiels de coûts de main-d'œuvre et de productivité, les déficits de compétitivité entre les pays, les différences de salaire, la protection des biens culturels, la protection des espaces menacés, la garantie de la loyauté du commerce et de la concurrence, j'en passe. Pourquoi? Parce qu'au moment où on ouvre, dans la grande espérance de la liberté, et qui est tout à fait légitime, on prend conscience de la menace. Et on est ainsi fait qu'on a envie de liberté, mais en même temps d'un peu de sécurité pour jouir de cette liberté. Et donc, plus on libérait les flux, et plus on faisait appel à ceux qui pouvaient organiser un peu la porosité de ces flux, les libérer, mais garantir un peu de sécurité malgré tout. Alors à l'époque, en 1980, il y a encore 22 000 douaniers. Aujourd'hui, il y a 16 000 douaniers environ. Et donc, on va voir l'aventure se poursuivre. 1986, c'est l'acte unique européen. Et puis, 1993, c'est la bascule dans le grand marché. Alors la bascule dans le grand marché, c'est compliqué. Alors entre 86 et 93, les douaniers vont changer partiellement de culture. Ils vont commencer à s'habituer, à côté de la lutte contre la fraude, qui était leur credo, à ce qu'on a appelé l'action économique de la douane. Alors l'action économique de la douane, c'était accompagner les entreprises licites, légales, ça l'est toujours, celles qui commercent loyalement et librement, les accompagner pour mieux exporter, pour être meilleurs dans la compétitivité internationale, pour alléger leur trésorerie, pour limiter leurs risques, pour être de meilleurs exportateurs. Et à cette époque-là, on va assister à un autre mouvement perpétuel, c'est que on se dit, ben voilà, pour être plus proche des entreprises, il faut dédouaner à l'endroit où les marchandises arrivent. Et pour dédouaner à l'endroit où les marchandises arrivent, puisqu'on n'est plus en frontière, eh bien on va créer des centres régionaux de dédouanement. Alors, on crée des bureaux de douane dans toute la France, les CRD, et donc avec des régimes de procédure domiciliés, les marchandises transitent sous douane et on les dédouane au point d'arrivée, dans les bureaux à l'intérieur du territoire, à Agen, à Clermont-Ferrand, à Périgueux, partout où il y a des entreprises qui importent et qui exportent. On le fait parce que la douane a une formidable avance à ce moment-là par rapport aux autres pays européens. C'est son outil informatique, puisqu'on a créé un système d'ordinateur pour le fret informatique qui s'appelle SOFI,
et qui va être un outil vraiment extraordinaire, qui commence dans les années 74 à Orly, et ensuite qui se développe à partir des années 80, et qui va constituer la base de tous les autres systèmes informatiques douaniers européens qui vont copier la méthode qui avait été élaborée à l'époque par la France. Et en 93, donc c'est le grand marché intérieur, donc j'ai mis ce petit dessin de Plantu, dit j'ai une bonne nouvelle, on n'a plus besoin de vous. Donc là, c'est le psychodrame en fait, faut imaginer cette administration. Souvenez-vous des journaux de l'époque. La douane, c'est vraiment la bête à abattre. C'est ce qui empêche de prospérer, de commercer en paix. Voilà, parce que comme chacun sait, j'ai l'occasion de le dire, le 1er janvier 1993, subitement, donc l'homme est devenu bon, le commerce et la morale se sont réconciliés, il n'y avait plus de criminels ni de fraudeurs. C'était un monde magnifique en fait, et on n'avait plus besoin de nous pour réguler cette économie constituée d'acteurs économiques matures. Voilà, mais en réalité, on a très vite déchanté, et le grand marché, on s'est rendu compte qu'il ne remettait pas en cause l'union douanière, mais au contraire, qu'il nécessitait encore plus de régulation pour faire en sorte que l'ensemble des pays puissent se développer, prospérer mutuellement. Et donc, aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler, en guise un petit peu de pré-conclusion, quelques éléments essentiels que vous pouvez retenir de cette histoire de la douane au sein de cet espace européen qui se construit. C'est que, premièrement, les territoires douaniers, dans le monde dans lequel nous vivons, existent toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on dit, un territoire douanier national. Il y a un territoire douanier communautaire qui s'interpénètre. Il y a le territoire, il y a même l'espace économique européen pour les pays qui ne sont pas dans l'Europe mais qui adhèrent aux réglementations économiques. Il y a Schengen, dont vous entendez souvent parler. Il y a tous les accords bilatéraux qu'on a passés, par exemple avec la Suisse. Et puis tous les accords multilatéraux, que rappelait Roland Giroir tout à l'heure, avec les accords préférentiels qu'on accorde à un certain nombre d'autres pays. Et puis les frontières. Les frontières aujourd'hui que l'on garde, ce sont les frontières extérieures de l'Union. On entend rarement parler de cette garde des frontières. Pourtant, depuis maintenant, malheureusement, depuis novembre dernier, nous sommes remontés, garder les frontières extérieures de façon beaucoup plus renforcée qu'avant. Et on nous a donné, à l'instant, quelques semaines, 1000 emplois de plus, ce qui, pour l'administration des douanes, est une révolution. Je veux dire, depuis des décennies, nous rendons de l'emploi. Pour la première fois, je vais aller devant mes syndicalistes là, dans 15 jours, et je vais leur dire que les effectifs ne baissent plus. Pour la première fois depuis 30 ans peut-être. Les frontières maritimes, les ports, les frontières aériennes. Roissy, c'est 1200 douaniers. C'est un des endroits où on trouve la plus grande concentration de douaniers, et c'est un aéroport en pleine expansion. Les frontières postales, aujourd'hui par exemple, la Poste, pour tous les colis postaux qui arrivent en France, c'est un hub à Roissy. Un hub de dédouanement à Roissy, pour tous les colis postaux. Je ne sais pas si vous vous imaginez le gigantisme de l'installation et des systèmes informatiques qu'il faut pour contrôler des flux de cette nature. Et puis d'autres frontières qui sont apparues sur lesquelles on s'organise actuellement, qui sont très importantes, les frontières virtuelles, le cybermonde, le cybercommerce en fait, parce que ça représente, c'est une économie extrêmement importante, et c'est un lieu de transaction extrêmement important également. Et ce qu'on appelle nous les flux transfrontières de données, vous savez par exemple, ça fait très longtemps, si vous prenez le monde de la mode ou de la création, qu'est-ce qui coûte cher dans la création de la haute couture? C'est pas le tissu, c'est le patron, c'est la création, c'est le graphiste. Mais ça se transmet d'ordinateur à ordinateur, entre Paris et le pays d'Asie du Sud-Est, à la vitesse de l'éclair. Et ensuite, vous récupérez le patron, vous mettez ça dans des machines automatiques qui vous découpent automatiquement les pièces et qui les cousent. Et vous avez une robe magnifique qui a été conçue à Paris, mais qui a été produite ailleurs. Où est la valeur? Où est la plus-value de la valeur? Que faut-il taxer? Le bien qui revient ou celui qui a créé l'objet? On voit bien que le monde Internet modifie complètement la notion du commerce et de l'endroit où se situe la fraude. Alors, voilà, les missions de la douane, je termine là-dessus, juste pour vous donner un petit peu
petit peu quelques exemples hein, sur ce qu'est le monde actuel. La douane, l'année dernière, c'était pratiquement 200 tonnes de drogue saisie, c'était 430 tonnes de tabac saisies, 8 millions d'articles de contrefaçon interceptés, 1 millier d'armes à feu, plus de 40 millions d'avoirs criminels saisis, 356 millions de droits et taxes redressés, 7 millions de jouets impropres à la consommation interceptés. C'était un millier de pièces issues des espèces animales protégées également qu'on a contrôlées. C'est aussi 93% des déclarations en douane traitées en moins de 5 minutes dans ce pays. J'y tiens beaucoup à cela. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'essentiel des déclarations en douane, le système renvoie la possibilité de rentrer la marchandise de façon quasiment automatique. Et puis, c'est aussi 69 milliards d'euros perçus au profit de la collectivité nationale, et le tout pour 16 000 agents. C'est une administration où pour percevoir 100 euros, on dépense 45 centimes. Je pense que c'est un bon rapport pour l'État, de mon point de vue. Et donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis un douanier convaincu, vous l'avez deviné, et heureux. Je voudrais juste dire à Roland que le tarif papier a disparu, car nous l'avons supprimé, il est maintenant électronique. C'est pour ça que je ne m'endors pas avec le tarif des douanes sur ma table de chevet. Mais je ne doute pas que l'imagination du gouvernement en matière de taxes nous donne encore de nombreuses heures délicieuses ensuite de travail, puisque la TGAP, la taxe carbone, je ne résiste pas d'ailleurs à vous dire, la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, on nous a demandé de taxer la production de particules en suspension dans l'air. C'est vous dire si la douane s'adapte au monde éthéré qui est le nôtre. Merci à tous. Merci à tous les deux et merci de votre humour. On a bien compris que les hommes politiques n'avaient pas besoin des douanes pour trouver des taxes diverses et variées, et que c'est pas d'aujourd'hui que c'est venu. J'avais juste une question concernant du temps de Colbert. Est-ce qu'on a une idée, on a dépassé un peu les horaires, oui, mais bon, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui travaillaient pour les douanes à cette époque-là? 25 000. Ah oui. 25 000. Et 16 000 maintenant. Et 16 000 maintenant. Pas beaucoup, hein, 16 000. Le commerce international a été multiplié par, je ne pourrais pas dire, par 100, enfin, je veux dire, le volume des marchandises. Par exemple, le musée des douanes, dont Roger Roy est un des pères fondateurs que je dirige actuellement, c'était la halle de taxation des marchandises qui entrait dans le duché de Guyenne. La totalité des marchandises qui provenaient par le port et qui entraient dans le duché de Guyenne étaient taxées dans cette halle. Si vous allez au Havre, aujourd'hui, ou si vous allez sur, ne serait-ce qu'au Verdon, sur le tarmac qui avait été prévu, peut-être qu'un jour ça va démarrer. Je suis un ardent défenseur du tarmac du Verdon, bien sûr, je crois que ça démarrait pas, ça démarrait. Je suis prêt à y aller. Et en fait, c'est à perte de vue les conteneurs, à perte de vue. Donc, eh bien, c'est bien d'avoir posé cette question, parce que de 22 000 à 16 000, en fait, ça donne une idée des gains de productivité qu'a effectué la douane, alors que le commerce international explosait. Nous sommes restés avec une masse salariale, je tiens beaucoup à le dire, qui, elle, n'a pas cru à due proportion du commerce international. Juste avant de vous passer la parole, tu m'as cité un chiffre tout à l'heure. Est-ce que tu peux citer le chiffre que tu m'as redonné, peut-être des chiffres, mais le chiffre généré par les douanes? Alors c'est 69 milliards de recettes. Alors dans ces recettes, on trouve bien sûr la TVA à l'importation qui est importante et les taxes sur les produits pétroliers. Mais vous voyez par exemple cette année à la loi de finances, il y avait une taxe sur l'électricité qui rapportait quelques centaines de millions. Et on nous a demandé, on vient de nous la confier, et on nous a demandé
de percevoir sur un premier objectif 8 milliards d'euros la première année. Donc voilà, achetez-vous des éoliennes. Sur l'électricité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Alors, vous n'avez pas parlé des cigarettes, enfin bon. Ah, les cigarettes. Les cigarettes, c'est une petite anecdote, par exemple. En ce moment, les trafics de cigarettes fleurissent. Alors on pense toujours à des trafiquants très organisés. Et alors, récemment, c'était une maison de retraite de Charmante. Nos amis s'étaient organisés à tour de rôle, comme ça leur permettait d'aller dans les dentas. Et alors, ils descendaient en Espagne et ils faisaient un voyage par mois pour toute la maison de retraite. On leur a expliqué que c'était pas dans les clous, mais on l'a fait gentiment. Et c'était pas pour leur mouvement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces deux exposés pleins de Sur les je pense cigarettes, qu'on peut. sur les cigarettes, vous faites beaucoup de travail, mais est-ce que l'instauration du paquet d'œufs va-t-il vous faciliter encore la tâche? Non, je crois pas. Puisque ce paquet neutre ne sera qu'en France. Donc Alors, tout ce qui ne sera pas paquet neutre sera saisi par la douane. Oui, mais malheureusement, Devrait être saisi. je sais bien que je suis filmé, mais je vais quand même vous dire c'est que, en fait, les trafics de cigarettes sont très diversifiés. Par exemple, on saisit actuellement du tabac en vrac. On saisit par ailleurs parfois des emballages pour fabriquer des paquets de cigarettes. Et on saisit également les machines pour faire la pellicule transparente qui enveloppe le paquet. On saisit aussi parfois à l'intérieur du territoire, dans des communautés sur lesquelles je ne peux porter l'opprobre, mais qui ont acheté récemment plus de 50% des tabacs de la région parisienne, des machines à rouler parfaitement perfectionnées. Et donc, si vous voulez, la production de cigarettes est très diversifiée. Vous avez une production artisanale, vous avez une production également qui met en cause les grands groupes, puisqu'il y a des procès célèbres actuellement. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les vrais faux passeports, les vraies fausses cigarettes. C'est-à-dire que vous avez des usines qui produisent des cigarettes sous licence, voilà, mais parfois l'usine, elle tourne aussi la nuit. Voilà. Elle en produit un peu plus que prévu. Ça a existé dans de très grandes marques de vêtements qui portent un petit animal. Ça tournait la nuit aussi. Et alors, dans le métier de douanier, je ne résiste pas à le dire, je dis souvent quand je fais comme ça des petites interventions, quand on revient de l'étranger, puis qu'on passe le filtre, le petit frisson, on ne l'a pas à la PAF quand on pose son passeport. On l'a à la douane. Même quand on est en règle, on a un peu peur de passer le filtre. Même moi, quand je rentre, je vérifie, je me dis, voyons, qu'est-ce que j'ai dans la valise? C'est terrible. Ce petit frisson, c'est comme de l'adrénaline. C'est pour ça qu'on est là. Merci donc, messieurs. Et là, vous avez quelque chose qui va vous parler de l'architecture